vois pas. Elle peut donner, mais tester la parole. Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Edwige Sosa, écrivaine et attachée parlementaire à Bruxelles, ainsi que Madame Aïdara Issata Cissé, attachée, pardonnez-moi, représentante des femmes parlementaires à l'Union africaine, députée au Mali, et aussi notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Alors juste avant la pause, nous parlions de la situation politique en République démocratique du Congo et de cette impasse autour de l'élection présidentielle. Je vais juste rebondir par rapport à ce que Jean-Marie a dit. Si on ne veut pas que l'Occident se mêle de nos problèmes, il faudrait qu'on trouve les moyens de nous financer nous-mêmes. Je pense que cette préoccupation a été prise en compte par nos chefs d'État. L'avant-dernier sommet des chefs d'État, les chefs d'État ont décidé désormais de financer eux-mêmes. Parce que, comme il a dit, les élections sont financées par l'Union européenne. Et ils pensent que ça leur donne le droit de s'immiscer dans nos affaires et de la mauvaise façon, de mon point de vue. Mais aujourd'hui, comme les chefs d'État sont conscients qu'il faut qu'eux-mêmes, le président Mugabe a fait le premier pas la dernière fois au dernier sommet, il a mis la main à la poche et je crois qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui ont fait ça, en plus des cotisations qu'ils ont prévu de donner. Mais je dis que ce n'est pas parce qu'ils financent, ils n'ont qu'à financer, ils doivent financer. Ces pays-là, en général, nous ont colonisés et puis ils sont en train de profiter de nos richesses. Moi, je me dis, ça ne doit pas être une faiblesse pour nous, les Africains. Ce n'est pas parce qu'ils nous financent qu'on n'a pas notre mot à dire ou bien qu'ils doivent être le maître et nous, les élèves. Ils financent, mais ils n'ont qu'à se tenir à carreau. Il ne faudrait pas qu'ils se mêlent de nos affaires. Ce que je voulais dire aussi, qui est très important de mon point de vue, c'est que les dates ont été reportées plusieurs fois. Et ça, c'est de nature à dégrader le climat social, c'est clair. Mais derrière, il n'y a pas une bonne communication. Derrière, il faut qu'il y ait une bonne communication, que les populations soient informées, que les députés de la majorité comme de l'opposition soient informés et qu'eux, à leur tour, ils puissent aller, parce que la RDC, elle l'a dit tout à l'heure, la RDC, c'est un pays très très grand, très large. Donc il faudrait que les députés, en allant faire les restitutions dans leur village, qu'ils puissent donner la bonne information avec des preuves à l'appui, pour que les gens n'aient pas à contester, pour qu'il n'y ait pas vraiment de violence dans la rue. Peut-être pour que les gens n'aient pas à contester, est-ce qu'il ne faudrait pas respecter, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, respecter les échéances électorales qui ont été fixées? Moi, j'estime qu'il faut respecter les échéances électorales. Mais comme je l'ai dit tantôt en off, moi, je ne suis pas de la RDC, donc je ne connais pas les problèmes internes de la RDC. Mais en tant que parlementaire, si je veux me renseigner par rapport à ce qui se passe et qu'on me dise que c'est parce que techniquement, ce n'est pas possible, je m'en tiens à ça. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça. Et je pense que la communauté internationale aussi doit agir comme ça. On doit donner la possibilité aux Congolais eux-mêmes de regarder ce qui se passe. Si les autorités disent que techniquement ce n'est pas bon, l'opposition n'a qu'à donner aussi des contre-propositions, que les gens s'entendent sur quelque chose. Mais justement, comme ça il y avait une proposition qui était là, à savoir l'accord du 31 décembre. Justement, cet accord du 31... Ça n'a pas été possible techniquement, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'au-delà de l'aspect technique, il n'y a pas un problème de volonté politique? Peut-être Jean-Marie. Je ne peux pas juger. Je pense que, bon, sans être politique, si vous voulez en tant que tel, quand vous posez en place des conditions nécessaires pour aboutir à un résultat qui est un résultat, c'est-à-dire qui concerne tout le peuple, quel que soit le pays en Afrique, il faut que nous respections ça. Tout simplement, pourquoi? Parce que nos oppositions en Afrique, il y a une chose chez nous en Afrique, ce que nos chefs d'État oublient aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus affaire à des oppositions des années 60-70 où les gens se taisaient. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux où le moindre non-respect des textes, c'est-à-dire horripile l'ensemble de la population en tant que telle. Donc, elle a parlé tout à l'heure, Madame Aïdara, de la communication. Il faudrait que nos chefs d'État deviennent des communicateurs, parce qu'il y en a très très peu qui s'adressent à leur peuple. Et ça, nous créons des foyers de tension. Et quand ça explose, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ça a explosé. Parce qu'il n'y a aucune communication. Vous avez une opposition en face. C'est-à-dire la donne a changé. Le paradigme, c'est-à-dire de l'exercice politique a changé aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau paradigme dans lequel il faut que nos chefs d'État, c'est-à-dire s'introduisent pour essayer d'assainir la scène politique dans nos États africains, de manière en sorte que la démocratie, l'alternance se fasse de manière claire et nette, qui est plus... Vous avez certains pays africains qui arrivent, pourquoi les autres n'y arriveraient pas? Vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, vous avez le Bénin, pourquoi les autres n'y arrivent pas? Vous avez un petit pays comme le Botswana, dont on ne parle pas. Voilà un pays dans lequel, si vous voulez, vous trouvez le président de la République qui dit « j'ai fait mon boulot, je m'en vais ».
Encore là récemment, il y a 6 mois, vous avez le président tanzanien qui est encore jeune, 58 ans, docteur en physique, qui se dit « j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon pays, je m'en vais », alors que les ministres, l'ensemble des ministres s'est levé pour lui demander de se représenter. Il a dit « non, je ne me représente pas, je laisse à un autre Tanzanien venir poursuivre le travail que j'ai fait ». Edwige Sosa. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, on dit que le président Joseph Kabila ne communique pas, mais c'est pas vrai parce qu'il multiplie justement les démarches et. Quand a-t-il communiqué la dernière fois? La dernière fois, il y a 2 semaines, il est allé dans l'Est et il a parlé. Il a dit que c'était un homme de paix, qu'il voulait la paix dans le pays, etc. Donc, il y a quand même une volonté de communication de sa part. Il n'est pas là dans son palais doré à se dorer la pilule. Bon, en tout cas, depuis cette annonce du report de la présidentielle, il ne s'est pas adressé. Oui, mais on peut dire qu'il va sortir du bois très, très prochainement pour justement parler au peuple. Une dernière question en quelques secondes. La présence du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, sa présence au sein de cette réunion, c'était juste pour la forme quand on sait que l'accord du 31 décembre a complètement volé en éclats? On ne peut pas dire que c'était pour la forme. Si cet accord a volé en éclats, et ça j'en reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des textes qui sont là et qu'il faut les respecter, mais il y a aussi une réalité sur le terrain. Quand on sait que ce pays-là, cette RDC-là est un grand pays sujet à des prédateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tellement convoité pour ses richesses, il y a effectivement des textes, mais on n'a pas pu tenir vraiment ces textes-là, comment dirais-je, jusqu'au bout de la ligne. Et donc, on ne peut pas... Les gens se plaignent des élections, mais on ne peut pas véritablement, madame, organiser vraiment des élections en bonne et due forme, claires, libres et transparentes. Quand il y a des régions, il y a la guerre. Comment voulez-vous que ça puisse se passer? Pourtant, moi, je répondrais qu'il y a eu des élections préalablement. La RDC se retrouvait dans la même situation. Donc, soyons francs avec nous-mêmes. D'accord? Il y a eu des élections qui sont déroulées en RDC. La situation de la RDC que nous avons aujourd'hui, on la connaît depuis bien avant que le père Kabila n'y arrive. D'accord? Au départ de Mobutu, nous connaissons, quand on fait un peu de la géopolitique et de la géostratégie, on sait comment ça s'est passé. Donc, à partir de là, moi, je ne peux pas supporter, si vous voulez, des raisons qui nous sont avancées sur le plateau, comme quoi c'est un vaste pays, ainsi de suite. Il y a eu combien d'élections, comment dirais-je, en RDC? Et la situation était exactement la même que celle que nous avons. Oui, mais quand il y a la guerre, on ne peut pas tenir d'élection. Juste un dernier mot par rapport à la communauté internationale. Je veux dire, les Européens, ils viennent chez nous pour observer les élections. Et très souvent, moi, je dirais qu'ils se trompent ou bien ils font ce qu'ils ont envie de faire. Par rapport au Gabon, ils ont crié. Par rapport à un certain nombre de pays, par rapport au Kenya, ils se sont littéralement trompés, de mon point de vue. Alors, nous, en tant que parlementaires, et on était à l'Union européenne la dernière fois, il y a un chef d'État qui m'avait dit, dont je vais taire le nom, qui m'avait dit, mais vous venez observer les élections chez nous, pourquoi vous n'allez pas, pourquoi les Européens viennent faire les observations chez nous, pourquoi vous n'allez pas en Europe? Mais la dernière fois, quand on était à l'Union européenne, moi j'ai posé le problème, et ça a été très très dur, on a même dit que désormais, ils disent, oui, c'est parce que vous, vos chefs d'État demandent, et c'est pour ça qu'on vient. J'ai dit, oui, mais dans ce cas, nous sommes les peuples africains, désormais on va demander aussi à venir observer les élections. Et si vous refusez, on va vous interdire de venir chez nous. Vous savez que le lendemain, ils sont venus avec le résultat. À partir de maintenant, les pays ACP vont observer les élections en Europe. Et même pour l'Allemagne, il y aura les membres des pays ACP, des Africains, qui vont observer. Comme quoi, moi je suis parlementaire, je pense qu'on a un combat à faire, un combat politique à faire, que peut-être les politiques, les chefs d'État, les gouvernements ne peuvent pas faire parce que c'est l'exécutif. Mais nous sommes les parlementaires, nous sommes les voix du peuple. Et je pense que dorénavant, on va veiller au grain pour que nos problèmes soient discutés et réglés chez nous en Afrique sans ingérence extérieure. Alors on va avancer un petit peu dans l'actualité, on passe tout de suite au grand angle. Peut-être la fin du conflit qui oppose la Côte d'Ivoire au Ghana, conflit maritime. Le tribunal international de droit de la mer a tranché en faveur du Ghana à la fin d'un contentieux pétrolier. Les deux pays s'opposaient en effet sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore que les deux États souhaitent exploiter. Patricia Solange-Dubois. Après 3 années de procès, le tribunal international du droit de la mer basé à Hambourg, en Allemagne, a tranché en faveur du Ghana. Le tracé des frontières maritimes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire était l'objet du litige, une zone traversée par un gisement de pétrole offshore. Il y avait une confusion, ou du moins
une partie maritime de la frontière qui n'était pas clairement délimitée et définie. La Côte d'Ivoire a estimé que cette partie entrait dans sa zone. Le Ghana a dit non. La Côte d'Ivoire ne paie rien. Voilà, comme on a vu, les autorités étaient satisfaites de la décision. Elles ont dit que ça clarifie. Ça fait que, bon, il n'y a plus de confusion possible. On sait à quoi désormais s'en tenir. En 2015, la Côte d'Ivoire avait pourtant obtenu du tribunal international une injonction adressée au Ghana pour la limitation de ses activités pétrolières dans la zone commune. Une mesure déboutée par le juge Boualem Bouguetaya, le président de la Chambre spéciale. Le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire en exploitant le pétrole dans cette zone. Un jugement sans appel en faveur du Ghana qui a été le premier pays à exploiter ce gisement à frontière maritime. De son côté, la Côte d'Ivoire, qui produit à ce jour 45 000 barils par jour, espérait, grâce à ce gisement, porter cette production à 200 000 barils par jour en 2020. Néanmoins, les deux pays ont affirmé leur volonté de travailler ensemble, à consolider et à intensifier leurs relations de coopération et de bon voisinage. Jean-Marie Bitomo, dans cette zone très convoitée se trouve une réserve estimée à environ 2 milliards de barils de pétrole. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers le Ghana ? Je ne saurais vous dire, je ne connais pas exactement le fond du dossier, mais toujours est-il que je reviendrai dans un cadre général là-dessus. Ça voudrait dire quoi? Vous savez, en Afrique, tous nos conflits que nous avons en Afrique, Madame la députée en parlait tout à l'heure, tous les conflits que nous avons en Afrique sont basés sur les matières premières. Il faut que les Africains nous devenons adultes et que nous sachions qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas se battre indéfiniment. On fait de la guerre, si vous voulez, ça touche les populations en tant que telles. Moi, je salue cette décision qui a été prise par le tribunal international, que deux pays qui sont des pays voisins, c'est-à-dire, en termes de développement, si vous rentrez en guerre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous gaspillez des fonds pour le développement des deux États en même temps. À partir de là, dès l'instant que vous avez une décision internationale qui est posée et que les deux États reconnaissent cette décision-là, il me semble que c'est la voie de la sagesse. Aujourd'hui, là, si on laisse ce conflit-là pourrir, on a connu la même chose entre le Cameroun et le Nigeria en tant que tel. Ça a fait des milliers et des milliers de morts, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on se bat. Et tout à l'heure, là, vous avez la députée Aïdara qui parlait, comment dirais-je, de la main extérieure des gens, c'est-à-dire des opérateurs extérieurs qui viennent instrumentaliser les conflits latents en Afrique pour les transformer en conflit explosif en tant que tel. Il est temps maintenant, nous parlons de la responsabilité des Africains. Nous sommes sur une nouvelle ère. L'Afrique maintenant est consciente de ses capacités, consciente de ses moyens. Donc à partir de là, il faudrait aujourd'hui que les Africains s'assoient et se disent que l'Afrique aujourd'hui, comment dirais-je, c'est le pourvoyeur de toutes les matières premières du monde, à ce que les Africains s'assoient et qu'ils puissent discuter des problèmes de ce genre-là, au lieu de rentrer dans les conflits, parce que ces conflits-là arrangent les parties extérieures qui ne vivent pas en Afrique. Et c'est l'Afrique qui subit les conséquences de ces comportements-là. Donc à partir de là, que les dirigeants africains se disent aujourd'hui, nous sommes conscients de notre force, nous allons là mettre cette force-là en place au profit et au bénéfice des populations africaines. Je ne dis pas que l'Afrique doit se refermer. Non, ce n'est pas du tout ça. Je ne prône pas l'autarcie. C'est qu'il y ait une coopération qui soit claire. Encore une fois, comme elle a dit tout à l'heure, Madame la députée, c'est qu'il faut que chacun soit maître chez soi. Pas que les autres soient là pour venir instrumentaliser les pays africains à leur bénéfice. Alors, Edwige Sosa, est-ce que cette décision met fin aux ambitions pétrolières de la Côte d'Ivoire qui souhaite d'ici 2020 porter sa production à 200 000 barils par jour contre 45 000 actuellement? Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en 2007 déjà, lorsque Laurent Gbagbo était président de la République de la Côte d'Ivoire, au niveau de ce conflit-là, il avait en fait prôné le 50-50. Et donc, je trouvais que c'était une très bonne décision et que chacun y avait sa part. Et puis, on voit maintenant effectivement qu'Alassane Ouattara a voulu avoir la part du lion et ça a été finalement en sa défaveur. Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne chose que finalement ça revienne au Ghana, parce que le Ghana déjà en 2007 exploitait ce pétrole-là et donc c'est une très très bonne chose. Maintenant, les prétentions de la Côte d'Ivoire se revoient à la baisse. Aïdara Issata Cissé. Mais comme l'a dit Jean-Marie, moi je ne vais pas m'aventurer sur un dossier que je ne connais pas. Tout simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait que, comme il l'a dit, que l'Afrique soit vraiment mûre. Que les Africains puissent éviter les conflits, coûte que coûte.
Puisque cette décision elle est internationale, moi je suis légaliste, elle a été prise, moi je pense, en tant que parlementaire, je vote des lois, je pense que la loi il faut l'appliquer. Il ne faudrait pas que ça amène des conflits. Mais encore une fois, il y a peut-être une sensibilisation à faire derrière pour éviter d'autres conflits. Et les conflits en Afrique deviennent vraiment récurrents. Les gens ne parlent que de l'extrémisme violent, ils ne parlent que des terroristes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête pour nous, hein, le terrorisme, surtout moi en tant que Malienne. Je suis aussi la présidente des femmes parlementaires du G5 Sahel. Si les Africains s'organisent soit en petits groupes ou bien de façon plus large au niveau de l'Union africaine, je pense qu'il y a beaucoup de conflits qu'on peut transcender. Il y a des conflits politiques, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant les élections, c'est toujours source de conflits. Eh bien, depuis que moi je suis à la tête des femmes du Parlement de l'Union africaine, on prône la prévention. Et la prévention passe forcément par la sensibilisation. C'est-à-dire, dès qu'on entend qu'il y a un problème dans un pays, un problème d'élection, par exemple au Burundi, il y a eu une délégation du Parlement panafricain, au Rwanda il y en a eu, comment dirais-je, en Afrique centrale, précisément en Centrafrique il y en a eu. Donc nous, on joue beaucoup en tant que femmes. La résolution 1325 parle du règlement du conflit. Sans les femmes, ce n'est pas possible. Mais nous, on va plus loin en disant prévention des conflits. Et la prévention des conflits est très importante, que ce soit en termes politiques, que ce soit pour l'extrémisme violent, parce que c'est quand même nos enfants en tant que mères, en tant que sœurs, en tant qu'épouses, nos époux, nos mères, nos frères et nos enfants qui sont instrumentalisés, surtout les enfants. Parce qu'il n'y a pas de travail pour les enfants, il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, le Parlement panafricain a joué un rôle très important pour lever les sanctions sur le Soudan, parce qu'il y a eu une délégation du Parlement panafricain, et avec à sa tête le président du Parlement, on s'est rendu au Congrès américain, et suite aux échanges qu'on a eus, les sanctions ont été levées sur le Soudan. Comme quoi, si on est solidaire, on est ensemble, on peut transcender les conflits, on peut faire en sorte qu'il y ait moins de conflits, parce que comme je l'ai dit tantôt, l'extrémisme violent et le terrorisme n'est pas seul. Il y a aussi des conflits politiques, il y a des conflits de terrain, il y a des conflits de richesse. Tous ces conflits-là, il faudrait qu'on mette de côté la communauté internationale, qu'on mette de côté ceux qui viennent pour faire le désordre chez nous à cause de notre richesse, de nos richesses, et qu'on puisse se dire chacun peut avoir sa part du lion si on s'entendait entre nous. Alors on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités sur ce plateau.